On présente le corrigé du texte de Condillac là, sous forme de PowerPoint pour fixer un petit peu la méthode. Dans le travail préparatoire, il faut repérer les notions clés et les articulations logiques du texte. Repérer les thèmes principaux, notamment en pensant à votre programme de philo. Formuler la thèse du texte à partir des concepts clés. Formuler la question à laquelle le texte répond, la thèse opposée, le principe qui soutient la thèse, principe qui soutient, alors j'ai marqué l'antithèse, c'est surtout principe qui soutient aussi les thèses alternatives sur la même question. Le plan du texte, on commence par la lecture, ici on a anticipé un peu puisque vous voyez déjà les notions clés surlignées en orange. Je ne saurais exprimer un jugement avec des mots, si dès l'instant que je vais prononcer la première syllabe, je ne voyais pas déjà toutes les idées dont mon jugement est formé. Si elles ne se feraient pas toutes à la fois, je ne saurais par où commencer, puisque je ne saurais pas ce que je voudrais dire. Il en est de même lorsque je raisonne, je ne commencerai point ou je ne ferai point un raisonnement, si la suite des jugements qui le composent n'était pas en même temps présente à mon esprit. Ce n'est donc pas en parlant que je juge et que je raisonne. J'ai déjà jugé et raisonné, et ces opérations de l'esprit précèdent nécessairement le discours. En effet, nous apprenons à parler, parce que nous apprenons à exprimer par des signes les idées que nous avons et les rapports que nous apercevons entre elles. Un enfant n'apprendrait donc pas à parler s'il n'avait pas déjà des idées, et s'il ne saisissait pas déjà des rapports. Il juge donc et il raisonne avant de savoir un mot d'aucune langue. Sa conduite en est la preuve, puisqu'il agit en conséquence des jugements qu'il porte. Mais parce que sa pensée est l'opération d'un instant, et qu'elle est sans succession, il n'a point de moyen pour la décomposer. Il pense sans savoir ce qu'il fait en pensant. Et penser n'est pas encore un art pour lui. Si une pensée est sans succession dans l'esprit, elle a une succession dans le discours, où elle se décompose en autant de parties qu'elle renferme d'idées. Alors, nous pouvons observer ce que nous faisons en pensant. Nous pouvons nous en rendre compte. Nous pouvons par conséquent apprendre à conduire notre réflexion. Penser devient donc un art, et cet art est l'art de parler. Donc, suite à cette lecture de texte, on peut mettre en évidence les concepts clés. Le mot jugement ou juger revient beaucoup. Le mot exprimer, penser, les idées, les mots, les opérations de l'esprit, le discours, le raisonnement, raisonner, raisonnement, et enfin le mot art dont il va falloir analyser. Donc là, une fois que vous avez cette cartographie-là, il faut faire un parcours d'une bulle à l'autre, de manière à faire une phrase, ou plusieurs phrases, capables d'exprimer la thèse de l'auteur. Qu'est-ce qu'il dit avec tout ça? En particulier, vous devez repérer les liens, les familles les registres qu'il y a. Ici en jaune, on a vu qu'il y avait le registre du langage, et en bleu, on a gardé le registre de la pensée. Donc en vert, c'est ce qui va faire l'articulation entre langage et pensée. C'est son concept d'art dont il va falloir définir comment il fonctionne dans ce texte. Ensuite, il y a les articulations logiques, c'est-à-dire c'est le même texte, et dans lequel vous allez surligner les si, alors, les parce que, les par conséquent, les donc. Vous devez aussi expliciter l'implicite. Parfois, le donc est sous-entendu. Donc il faut repérer quelle est la forme logique. Qu'est-ce qui est une preuve, qu'est-ce qui est un contre-exemple, avoir cette vision parce que vous avez des informations syntaxiques riches, et avec ça vous pouvez vous repérer. Le thème ici apparaît clairement, c'est le rapport entre la pensée et le langage. La thèse. La thèse est en fait une thèse composée, une thèse multiple, à plusieurs étages. Tout d'abord, et c'est plutôt le début du texte, il y a l'idée que les opérations de l'esprit
constitué du jugement et du raisonnement, précède le discours. Hein, les idées, le jugement, le raisonnement sont avant la parole. On pense avant de parler. Puis il y a une seconde thèse, c'est que la prise de conscience des opérations de la pensée et de leur pleine maîtrise n'est possible que par le langage. Alors que la pensée précède le langage, la pleine acquisition du discours rend possible la pleine acquisition des moyens de penser, et on peut alors mettre en équivalence l'art de penser et l'art de parler. À partir de là, on formule une question à laquelle le texte répond. Quel est le rapport entre langage et pensée? Qui est premier? Lequel des deux rend possible l'autre? À partir de là, on peut essayer de repérer des thèses alternatives à celles que soutient l'auteur. Alors, comme la thèse de l'auteur est en deux temps, finalement il y a deux extrêmes qui vont être opposés à ces deux temps. Dans un premier temps, l'auteur nous dit que la pensée est nécessaire pour le langage. Donc une thèse alternative, ce serait de dire que le langage précède la pensée et que c'est seulement parce que nous avons des mots que nous avons des idées. Ça serait une thèse contraire à celle de Condillac. Mais sur la deuxième partie du texte, on peut là encore prendre une alternative qui se situe de l'autre côté, puisque Condillac a une position médiane. Ce serait de dire que la pleine maîtrise de la pensée, que c'est seulement la pleine maîtrise de la pensée qui rend possible la pleine maîtrise du langage. Or, Condillac nous dit l'inverse, c'est que l'art de parler nous permet de mieux maîtriser l'art de penser. Donc là encore, cette thèse permet de clarifier celle de notre auteur, puisqu'on a deux pôles opposés, au milieu desquels se situera l'auteur. Problème. On constate que la maîtrise du discours et de la pensée vont de pair. Est-ce qu'il faut en conclure que l'accroissement des moyens de penser rend possible les progrès du langage, ou que c'est la pleine maîtrise du langage qui est la condition de possibilité d'une pensée mature, d'une pensée adulte? On passe à la rédaction de l'introduction. Dans ce texte, extrait de son cours d'études pour l'instruction du prince de Parme de 1798, Condillac s'intéresse au rapport entre pensée et langage. On sait que discours clair et pensée claire vont souvent de pair, mais est-ce à dire que la pensée se forme dans et par le langage? Et si à l'inverse, la pensée précède le discours, comment expliquer cette corrélation forte entre maîtrise du langage et maîtrise de la pensée? Face à ce problème, l'auteur soutient la thèse selon laquelle parler est un savoir-faire, un art, par lequel on parvient à maîtriser les opérations de sa pensée, à ordonner ses idées dans des jugements, et ses jugements dans des raisonnements. C'est seulement par l'art du langage qu'on devient pleinement conscient de ces opérations qui pourtant existent avant le discours. Alors que la pensée précède le langage, la pleine acquisition du discours rend possible la pleine acquisition des moyens de penser, et on peut alors mettre en équivalence l'art de penser et l'art de parler. L'auteur développe son argumentation en trois temps. Dans un premier temps, il présente l'idée d'une antériorité de la pensée sur le langage, de la ligne 1 à la ligne 7. Il expose ensuite un argument pour soutenir cette idée. L'enfant pense avant de parler, ligne 8 à ligne 14. Dans le troisième temps du texte, Condillac explique comment l'art de parler devient l'art de penser, ligne 15 à ligne 18. Donc une fois que vous avez mis en place votre introduction, il vous reste donc à faire une explication ligne à ligne de chacun des paragraphes. Vous avez ici ce premier paragraphe dont la fonction, nous nous rappelons, c'est d'expliquer que la pensée précède le discours. Alors, pour bien comprendre ce que dit un auteur, c'est toujours intéressant de savoir quel pourrait être l'opposé, ou en tout cas une thèse alternative à ça. Ce serait de dire que
il n'y aurait de pensée que dans le discours. En fait, finalement, ce serait le langage qui serait le lieu de formation de la pensée et d'échange de pensée. Or, ce que dit Condillac ici, c'est que il y a d'abord des opérations de synthèse dans la pensée qui rendent possible seulement l'échange discursif. Ici, parmi les termes clés qu'on avait repérés, il y avait celui d'idée, de jugement et de raisonnement. Il faut donc définir chacun de ces termes dans le sens qu'il a ici, et notamment voir leur rapport de composition. Si on lit bien, vous vous rendez compte que à la ligne 2, on lit qu'un jugement est formé d'idées. Si on remet la phrase dans le sens, parce qu'il dit toutes les idées dont mon jugement est formé. Si on remet ça dans l'ordre, dans un ordre distinct, on peut dire qu'un jugement, c'est une composition d'idées. On verra aussi, ligne 4, ligne 5, qu'un raisonnement est composé de jugements. Donc on pourrait dire qu'un raisonnement, c'est une composition de jugements. Et on voit donc comment le jugement qui est composé d'idées et le raisonnement composé de jugements. Et une fois défini ça, on peut dire que toutes ces opérations de synthèse se font dans l'esprit, dans la pensée, avant de s'exprimer dans le langage. Et ce que dit Condillac, c'est que si ce n'était pas le cas, je ne pourrais ni commencer à parler, ni finir de parler. Donc c'est un argument pour étayer sa thèse. Une remarque de méthode. Quand vous voyez des conditionnels comme ceci qui se multiplient, hein, on le voit avec les mots en rouge, n'hésitez pas à renverser la phrase et de mettre la condition en premier pour être sûr de ne pas l'oublier. Hein, quand il dit « je ne pourrais pas parler s'il n'y avait pas déjà cette synthèse », vous dites « s'il n'y avait pas déjà cette synthèse, je ne pourrais pas parler ». Ça vous aide à expliquer les textes quand il y a des conditions comme ça. Enfin, vous pouvez essayer de prendre des exemples. Hein. Un jugement, si c'est une composition d'idées, ça va s'exprimer, on pourrait prendre une phrase. La phrase, elle est discursive, elle est exprimée verbalement. Et si je dis « le chat est sur le tapis », Condillac nous dit que le jugement selon lequel le chat est sur le tapis a été formé dans l'esprit avant. Et donc l'idée de chat, l'idée de tapis, et l'idée éventuellement de être sûr, c'est-à-dire de spatialité, tout ça s'est synthétisé dans mon esprit avant que j'ai pu prononcer cette phrase, et sinon j'aurais pas pu savoir par quoi commencer ni par quoi finir. De même, un raisonnement en fait s'exprimer verbalement. Un raisonnement, ce serait il va faire froid ce soir. Si tu ne veux pas t'enrhumer, pense à te couvrir. Et on voit comment on a trois éléments. Hein. Il va faire froid ce soir. Tu ne veux pas t'enrhumer, pense à te couvrir. Et avec une conditionnelle, si tu ne veux pas t'enrhumer, alors. Donc ça, ce sont des connecteurs logiques. Mais finalement, on a trois mouvements, trois jugements. Et un raisonnement tel qu'il s'exprimerait verbalement, en fait, présuppose des opérations de l'esprit antérieures qui ont ordonné cela. Donc le bilan de cette première partie, c'est que les connexions de pensée se font avant les connexions de mots dans le langage. Enfin, les connexions se font dans la pensée antérieurement à leur expression dans le langage. Dans la deuxième partie, en fait, Condillac développe un nouvel argument pour montrer l'antériorité de la pensée sur le langage. Il s'intéresse à un enfant qui, ne sachant pas parler, fait pourtant preuve de pensée. Alors pourquoi peut-il affirmer que l'enfant fait preuve de pensée? Tout simplement, c'est dit ligne 11, puisqu'on peut observer sa conduite. Sa conduite en est l'épreuve, donc c'est par son comportement. Au lieu d'exprimer sa rationalité ou sa pensée par les mots, il l'exprime par son action. Et donc, on peut se dire du coup que c'est parce qu'il pense qu'il peut apprendre à parler. Et c'est parce qu'il a des idées qu'il peut apprendre à utiliser des signes pour les exprimer. Finalement, apprendre à parler, c'est apprendre à exprimer par des signes ses idées. Alors, quel signe? Un signe, c'est quelque chose qui vaut pour autre chose que lui-même, qui fait référence à autre chose que lui-même. Les signes les plus évidents, ce sont les mots. Hein.
Donc il y a un rapport entre le mot et l'idée, puisque le mot donc, va servir de signe pour l'idée, et surtout que l'idée a précédé le mot. Et c'est parce que l'enfant a des idées qu'il peut fixer le mot. De même, les connexions entre les mots sont secondes par rapport aux connexions entre les idées. Du coup, c'est assez complexe puisqu'on apprend à parler parce qu'on a une pensée, et on verra dans la suite du texte qu'on apprend à bien penser parce que l'on sait bien parler. Donc ça, on va le préciser un petit peu plus loin. Alors, quels sont finalement, si l'enfant pense, à quoi lui servirait le langage? Bien, justement, la pensée de l'enfant reste encore instantanée et sans succession. Alors, comment expliquer ce terme de succession? On pourrait penser à simplement un ordre temporel. Ça ne semble pas être la meilleure définition dans le cadre de ce texte. On pense plutôt à un ordre logique. Hein. Si vous voulez, l'enfant n'a pas... Il a bien une pensée, mais elle n'est pas encore ordonnée de manière logique. Et qu'est-ce qui va lui permettre de trouver cet ordre? C'est précisément le langage. Donc il peut acquérir le langage parce qu'il a une pensée, il peut mettre de l'ordre dans sa pensée parce qu'il va mieux maîtriser le langage. C'est ce qu'on va voir dans la troisième partie. Donc dans cette troisième partie, l'auteur va proprement parler, exposer le corps de sa thèse. À la fin de la partie 2, on avait déjà une phrase qui était encore énigmatique, et penser n'est pas encore un art pour lui. Il parlait de l'enfant, hein, l'enfant qui ne maîtrise pas encore la parole, et du coup qui pense, on nous disait que penser n'est pas un art pour lui. Alors, pour commenter cette troisième partie, ça commence par une phrase qui a pu vous poser problème, puisque on voit un si, hein, en général quand il y a un si, on est plutôt dans une conditionnelle, si A alors B, et là si on le lit ainsi, ça ne prend pas sens. C'est donc qu'il faut l'entendre autrement et penser que c'est un vieux texte, et du coup remarquer que on est face à une circonstancielle concessive, et non pas une conditionnelle classique. Hein. C'est-à-dire que une concession, c'est quoi? C'est même si une pensée se présentait comme sans succession dans l'esprit, elle en aurait au moins une dans le discours où elle est visible, enfin, où cette succession est visible. Donc, quand bien même, on ne verrait pas de manière directe l'ordre qu'il y a dans l'esprit, il y aurait de toute façon un ordre dans le discours. Ok? Du coup, le mot succession, c'est ainsi qu'il faut le prendre comme ordre logique. C'est ça, hein. Donc, si l'ordre logique n'est pas directement visible dans l'esprit, il est directement visible dans le langage. C'est ainsi qu'on prend conscience des opérations de l'esprit, hein. C'est ainsi que nous pouvons observer ce que nous faisons en pensant, les opérations, et nous pouvons nous en rendre compte. Une conscience, on pourrait dire une conscience réflexive de nos opérations de l'esprit par l'entremise du langage. Et du coup, s'explicite cette notion d'art, hein, puisque c'est le cœur de la thèse de Condillac. Alors évidemment, si art, on entend par beaux-arts, là, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, il faut toujours expliquer un texte avec le sens des mots qui permet de l'entendre, qui est valable dans le contexte de ce texte. Dans ce contexte-là, on ne peut pas penser beaux-arts. Du coup, on est plus sur l'art comme synonyme de savoir-faire, hein, de savoir-faire efficace, c'est une des notions de la technique d'ailleurs. Et c'est ainsi qu'on parle d'art martial, on parle d'art culinaire. Et donc, le savoir-faire qui peu à peu s'apprend de la parole, du langage, permet de savoir faire des opérations de pensée. Et que finalement, à maturité, l'adulte, lorsque la maîtrise du langage est accomplie, le savoir-faire
des opérations de pensée et le savoir-faire lié à la parole sont une seule et même activité. Hein, les opérations minimales, les opérations dont sont composées les pensées, en fait, se dévoilent dans le langage, et c'est ainsi qu'en fait, apprendre à maîtriser le langage, c'est apprendre à maîtriser la pensée. Donc ça explique pourquoi, en fait, il y avait cette parenté entre les deux. On peut à la fois, Condillac dit finalement par la conclusion, c'est que Condillac, par ce texte, permet à la fois d'expliquer l'extraordinaire proximité entre la faculté de parler et la faculté de penser, sans pour autant dire que la pensée serait subordonnée au langage, puisqu'elle est de toute façon antérieure.